Alors, vous êtes parfois demandé ce que c'était qu'un Parker 100 sur 100. Ben ça, c'est une bonne question. Parker 100%, à l'origine, c'est Robert Parker qui attribuait la note. Et puis, au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, qu'il y a eu de nouveaux collaborateurs, et ensuite, progressivement, Robert Parker a vendu son affaire. Et ensuite, voilà, Parker n'est plus chez Robert Parker puisqu'il a décidé il y a 2 ans d'arrêter, il y a 2, 3 ans, juste avant le Covid, et qui fait qu'aujourd'hui, les notes 100 sont attribuées par des critiques. Certains ont été formés par Robert Parker, plus ou moins. Certains sont ses disciples, certains sont des critiques qui ont été recrutés par lui, et puis d'autres sont des critiques, voilà, de vin qui ont œuvré ailleurs et qui sont arrivés dans la maison Robert Parker, qui a connu beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. On en est à la deuxième, troisième génération de critiques. La directrice générale elle-même, qui a été recrutée par Robert Parker, est partie, monter son propre site de vin. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, une note 100, ça a encore énormément, énormément d'impact sur le marché, en particulier sur les prix des vins. Et alors, j'ai voulu partager avec vous un Parker 100 récent. Alors, du coup, évidemment, c'est pas Robert Parker qui a donné la note, mais Monica Larner, qui est celle qui est en charge de tout le rayon des vins italiens, qui a des origines italiennes, je pense, et qui doit vivre en grande partie en Italie, parce que vu son rythme de publication, elle a intérêt à être sur place pour minimiser les voyages. Et là, en l'occurrence, on va aller chez Gaïa. Gaïa, et là, c'est une demi-bouteille. Je me suis dit que bon, une demi-bouteille, c'est plus abordable, hein. C'est 2 fois plus abordable qu'une grande bouteille. Donc, sur le Spers 2016, qui est un Barolo, qui est le Barolo, le grand Barolo de Gaïa. Sachant que 2016 est une année absolument exceptionnelle. C'est la première chose. Donc, il y a eu quand même beaucoup de belles notes, on va dire par cœur, si on reste dans les notes par cœur, sur les 2016 de différentes maisons. En l'occurrence, il me semble que c'est bien le premier 100 sur 100 jamais attribué à la maison Gaïa par le guide Parker. C'est assez intriguant parce qu'il y a eu, moi j'ai bu des vins qui valaient bien 100, mais bon, c'était pas forcément noté 100. Mais ça aussi, c'est une question subjective. Et puis, derrière, il y a effectivement la conjonction d'un très beau millésime, d'une très belle cuvée, qui est une cuvée qui est absolument exceptionnelle, un des plus beaux Barolo par le maître du Barbaresco, Angelo Gaia. En l'occurrence, maintenant, c'est Gaia, sa fille, qui est en charge, et ce millésime-là est en très grande partie son œuvre. Elle imprime son style, et donc c'est intéressant aussi de déguster à l'occasion la manière de faire de Gaia Gaia en dehors de toute considération de notation qui pour moi en fait finalement ce qui importe c'est mon goût et le vôtre d'ailleurs, et chacun se fait son idée, chacun goûte ses vins, et tout avis est bon à prendre, et il n'y a pas de note absolue même si on se raccroche à ces notations. Maintenant sur Parker, moi j'ai envie de dire que euh, j'ai été très, très guidé à un moment donné par ces guides que j'ai trouvé très pertinent, en particulier dans sa façon d'exprimer un vin qui était quelque chose qui me parlait. Donc c'était pas forcément très technique. D'ailleurs lui c'est pas quelqu'un de très technique. Il vient pas du monde du vin et donc il parlait mon langage et je me retrouvais dans ce qu'il disait. Et je peux être ou ne pas être d'accord avec ses notations, mais j'arrivais à comprendre au travers de ses explications si le vin allait me plaire ou non. Et des fois, je lisais une mauvaise critique de Robert Parker, j'achetais le vin quand même parce que je disais, tiens, il l'aime pas pour ça, mais moi j'aime bien ça. Donc finalement, il donnait suffisamment d'indications au-delà de la note. Et finalement, le commentaire était très important. Aujourd'hui, je trouve que les commentaires sont beaucoup plus académiques. Euh, euh, Robert Parker était plus à la base, c'est un dilettante, un autodidacte, et finalement, il avait cette liberté qui n'appartient qu'à lui, parce que c'est son nom. Maintenant, quand vous travaillez pour une maison, c'est plus pareil, et vous portez un nom, vous portez une responsabilité. Mettre un 100, ça veut dire parfois doubler le prix, instantanément sur le marché. Les produits sont retirés immédiatement de la vente en attendant que le marché se stabilise. Enfin,
c'est pas mal de la folie. Et moi, je trouve ça, d'une certaine façon, un peu regrettable. Mais bon, il faut quand même se prêter au jeu et se dire bon, que la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais en tant qu'être humain, on peut peut-être se donner le droit de juger qu'un vin est parfait. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire qu'un vin était, je dirais pas parfait, mais il n'y avait rien à changer, comme un bel air de Mozart, où il n'y a aucune note à ajouter, aucune note à retrancher. Mais évidemment, c'est subjectif. Donc, une notation absolue, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut regarder comme étant une indication, mais rien d'autre, et après se faire sa propre opinion. Donc là, après ce préambule que j'ai souhaité faire à cette occasion-là, on va goûter donc le Barolo Spers. Alors, Gaia, Angelo Gaia est un trublion. Hein. Non seulement un trublion, il a porté l'appellation Barbaresco, mais aussi, il a pas mal secoué le cocotier, en particulier sur l'encépagement, parce que Barbaresco devait être 100% Nebbiolo. Donc à un moment donné, il a sorti ses grandes cuvées de Barbaresco de l'appellation pour aller dans le Languet. Il est revenu dans le Barbaresco plus tard, quand il y a eu un peu plus de souplesse du syndicat. Sur le Barolo, on est sur du 100% Nebbiolo. De toute façon, Barolo, ça reste 100% Nebbiolo. Il n'y a pas d'autres cépages. Voilà. Bien. Alors, 2016, c'est une année exceptionnelle en France, en Italie, en grande partie en Espagne, en Europe, on va dire globalement, dans les pays, les grands producteurs de vin, dont j'en ai cité les trois principaux, et en particulier sur les vins rouges, ça produit des vins absolument exceptionnels. Et là, sur l'appellation, tout ce qui était Piemonte, il y a eu des choses absolument exceptionnelles. Bien, alors on va déguster ce nectar, que j'espère être un nectar. Hein. Je n'ai pas encore dégusté. Voilà, je l'ai ouvert il y a de nombreuses heures pour le laisser s'aérer. C'est une demi-bouteille, donc ça s'aère plus facilement. Voilà. La couleur est une belle couleur de vin du Piémont, du cépage Nebbiolo. Une couleur assez claire, toujours un peu évoluée, malgré le jeune âge. Probablement, des gens pensent que c'est un infanticide d'ouvrir ce 2016 aujourd'hui. Mais bon, je m'y risque quand même, parce que j'ai pas envie d'attendre. Voilà. Alors, la couleur est assez belle. Alors, au nez, le nez est assez expressif, mais pas trop, en fait. Donc, on est sur le fruit, le côté un peu caramel que je retrouve souvent dans le Nebbiolo, espèce de pâte de fruits, qui fait penser parfois à des vins un peu plus vieux que leur âge. Alors, curieusement, hein, moi, je trouve toujours... Hein, et c'est étonnant parce que ces vins, quand ils vieillissent 30, 40 ans, ils paraissent plus jeunes que leur âge, ils ont peu ou prou la même couleur et elle n'évolue pas beaucoup. Donc là, c'est plutôt un nez que je dirais encore en devenir. Alors, je dois dire qu'effectivement, il y a une tonne de matière. Une tonne de matière. Il y a des tanins d'une côté un peu foudroyant de poudre de tanin qui vous éclate dans la bouche, avec une mâche, une texture qui se mange. C'est un vin qui se mange. C'est très aromatisé, très puissamment aromatisé sur le fruit mûr. Je pense que ça a été cueilli vraiment à maturité parfaite. Et 2016 était une année qui permettait de le faire et qui permettait derrière de produire des vins absolument superbes. Et on est vraiment sur le fruit intense. Ce qui impressionne, c'est la structure, en fait. Cette structure de léger alcool, plus la poudre tannique en masse, tout ça enrobé d'une finesse à la bourguignonne. C'est-à-dire qu'on est
quelque part, comme si on avait un pied dans on va dire un très grand, un Lafite par exemple, un grand Pauillac, un des plus grands Pauillac, et un autre pied en Bourgogne. Il y a cette conjonction des deux phénomènes qui font que ce vin est vraiment puissant. Alors, en général, on se rend compte de la puissance d'un vin quand on en déguste juste une toute petite gorgée, là. Et là, on se rend compte qu'on en a quand même plein le palais et avec une très belle longueur en bouche. En tout cas, c'est un très très beau vin qui, moi, me plaît beaucoup parce que je suis un grand amateur des vins de Gaïa. Mais en tout cas, c'est une très 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 belle bouteille. Maintenant, est-ce que je mettrai 100? Moi, je ne mets pas de notes, donc c'est simple. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est ce que je retiens. Un très beau vin. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Je sens le verre vide parce que des fois, on a des arômes qui ressortent. Là, effectivement, il est encore un peu discret, il est encore en devenir. Voilà, santé et à très bientôt. Nous sommes le lendemain de l'ouverture du Gaïa Spers 2016, ce vin qui a obtenu la note suprême Parker. Et voilà, je voulais le regoûter le lendemain, voir comment il avait évolué, sachant que suite à la première session de dégustation où je découvrais le vin quelques heures après ouverture, nous avons eu un dîner avec des amis et avons goûté donc le Gaïa Spers et avons goûté aussi d'autres vins, toute une belle collection de vins, à commencer par un champagne des Sauternes Gewürz et aussi un vin alors d'une haute catégorie parce que c'est le Vega Sicilia 1947 et nous avons commencé par le Vega Sicilia 1947 puis ensuite le Gaïa Spers. Alors mon impression au moment du repas a été très différente de celle que j'ai eue au moment de la première dégustation, quelques heures avant, à peine une heure avant. Et là, en l'occurrence, j'arrive à la conclusion que l'ordre des vins est extrêmement important. Ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on dit et répète, mais en l'occurrence, déguster le Gaïa Spers avec toute sa puissance et sa finesse après le Vega Sicilia a été, je dirais, quasiment une déception. Alors cette déception était due au fait que le vin paraissait trop tannique, trop astringent, avec une certaine amertume, et je me suis vraiment demandé si c'était le même vin que j'avais bu 1 ou 2 heures avant. Et j'en suis arrivé à la conclusion très temporaire que je vais revérifier là et éventuellement contredire, peu importe, mais en dégustant le Vega Sicilia 947, j'ai le sentiment que le palais s'est altéré, le palais s'est organisé pour accueillir le Vega Sicilia 947 et du coup, le palais était à l'unisson avec un vin qui était totalement différent. Je ne veux pas dire diamétralement opposé parce qu'on n'est pas sur deux axes avec deux extrêmes, mais le Vega Sicilia 947 est un vin ancien qui porte une certaine mémoire de son existence, confronté à un jeune puissant qui a encore beaucoup de potentiel devant lui. Et les sensations d'un tel vieux vin finalement aussi bien conservé que cela font que quand le palais s'est acclimaté à ce Vega Sicilia, avec toutes ses composantes, bonnes ou moins bonnes, et qu'arrive dans ce même palais la gorgée de Spers, et ben c'est dur, c'est très dur. Alors peut-être qu'en inversant l'ordre, on ne peut pas refaire l'histoire, en inversant l'ordre,
peut-être que ce vin serait peut-être beaucoup mieux passé et que inversement le Vega Sicilia aurait peut-être pas été aussi bon. Ça on le saura pas, c'est comme dans le sport, avec des scies, certaines équipes peuvent gagner ou perdre, mais ça on le saura jamais. Bien, alors donc aujourd'hui, avec on va dire un palais vierge, voilà, je bois de l'eau et je vais goûter le Spers 2016. Alors j'ai changé le verre, j'ai pris un grand verre de dégustation pour lui donner les meilleures conditions et on va voir s'il me rappelle ce que j'ai dégusté en avance du repas d'hier sur ce même canal. Est-ce qu'il me rappellera le vin que j'ai bu hier à dîner ou est-ce que c'est encore autre chose? Bien. Donc la couleur, je ne vais pas trop revenir là-dessus. C'est une très belle couleur. Le nez est toujours aussi, je trouve aussi discret, avec quand même pas mal de finesse. Il faut reconnaître, il y a des petites notes de fruits rouges, de fruits noirs, une légère note de caramel, petite note de torréfié. Bien, alors, bon, ayant dit cela, en bouche. Effectivement, je retrouve un mix des sensations que j'ai eues hier. Là, il y a un petit goût de violette que je n'avais pas du tout ressenti hier, à aucune des deux occasions. Il y a une amertume, il y a une astringence, mais là, curieusement, cette amertume combinée à cette astringence avec les tanins qui sont quand même assez vifs, assez presque saignants, tellement ils sont encore frais, font que ce vin dégage une puissance tout en finesse et me rappelle davantage la toute première dégustation où j'avais trouvé à la fois des qualités d'un Bordeaux, d'un grand cru bordelais jeune, et à la fois cette finesse, ce côté un peu floral, presque sur la rose, là un peu plus sur la violette, sur du vin, un grand cru de Bourgogne. Alors, je regoute parce que la première gorgée façonne le palais et la deuxième gorgée arrive dans un palais qui est déjà acclimaté. Et là, effectivement, c'est un très beau vin, très très beau vin. Et si j'essaye mentalement de mémoriser mes sensations avec le Vega Sicilia, je comprends que j'ai eu du mal parce que ce sont deux touchés, deux sensations, deux parfums, en tout cas deux palettes de parfums complètement différentes. Une dernière gorgée. Oui, c'est un très beau vin, je confirme, et à pas mélanger, peut-être avec un très vieux vin, peut-être rester dans un registre jeune, ou alors, dans l'ordre du repas, commencer par ce vin-là. Ce qui était pour moi contre-intuitif, parce que j'avais quand même peur que la puissance dégagée par cette cuvée fasse de l'ombre, ou en tout cas tue les sensations tout en douceur et en finesse avec des épices orientales du Vega Sicilia. En tout cas, un très beau vin, je confirme. Santé et à bientôt.